Sur seat.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Avec notre invité ce matin, Éric Woerth, ancien ministre du Budget et du Travail, député Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des Finances. Bonjour Éric Woerth. Oui, bonjour. Le chômage baisse selon les chiffres officiels, un recul de plus de 3% sur un an, on l'a vu tout à l'heure avec Yves de Kerdrel. Le chômage a son plus bas taux depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous applaudissez ces résultats ou vous émettez quand même un doute ? Non, mais tant mieux. Je crois que tout le monde peut se réjouir que le chômage baisse. C'est une bonne chose. Il baisse depuis 2017 à peu près, 2016, même fin 2016. C'est une baisse qui a été légère et qui a tendance à s'accroître. Tant mieux, moins il y aura de chômeurs en France, mieux ce sera, et plus les gens iront au travail, plus ils vivront de leur travail, plus le pays ira mieux, tant mieux. Maintenant après, est-ce que le chômage est encore très élevé en France ? Évidemment que oui. Le chômage est très très élevé, il reste à plus de 8%, c'est beaucoup plus que tous les autres pays, c'est beaucoup plus qu'ailleurs. Il y a beaucoup de doutes, là c'est notre question du jour, est-ce que vous croyez justement à ces chiffres réels ? Beaucoup s'interrogent, disent oui, il y a des gens qui sont radiés de Pôle emploi, qui sont basculés en fait du côté du RSA, d'autres évidemment que l'on pousse à créer leurs petites entreprises, auto-entrepreneurs. Il y a les chiffres il y a deux chiffres sur le chômage, il y a les chiffres de Pôle emploi, c'est ceux-là, et puis il y a les chiffres aussi de l'INSEE qui sont plus costauds au fond, qui sont à base d'enquête. Bon, tout montre qu'il baisse quand même. Après, il peut y avoir des raisons conjoncturelles, mais il baisse pour des raisons assez simples, c'est qu'il y a de la croissance. Et il y a une période de croissance depuis maintenant la fin de l'ère Hollande, une période de croissance ininterrompue. Donc la croissance, elle crée par principe de l'activité, et donc normalement, elle crée des emplois. Et c'est le cas aujourd'hui en France. On s'interroge quand même sur le fait que la réalité, c'est qu'on crée plus d'emplois qu'on ne devrait en créer. C'est difficile à dire. C'est-à-dire, mais ça veut dire que s'il y avait du travail justement, s'il y avait, alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que tant mieux s'il y a plus d'emplois qu'on ne devrait en créer selon la productivité du travail en France. Tant mieux, ça fait plus d'emplois et c'est formidable. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que la productivité du travail, elle a tendance à baisser ou en tout cas à devenir de plus en plus plate, et que cette productivité du travail, à terme, c'est quand même la compétitivité du pays. Et la compétitivité du pays, c'est la capacité à moyen terme à vendre, à exporter, à avoir des produits qui s'échangent sur les marchés. Donc il y a des questions qu'il faut tenter de résoudre autour de cette productivité, de la capacité à investir en France. Il y a moins d'investissements, moins de robots que par ailleurs. Alors tant mieux aussi parce que ça se substitue moins au travail. Il y a beaucoup de petits boulots aujourd'hui. Mais il y a d'énormes questions de cette nature qui doivent être à un moment donné réglées. Puis là, le chômage de long terme est évidemment extrêmement inquiétant. Et pour les plus de 55 ans encore, plus de 55 ans, toujours inquiétant. Plus de 55 ans, et puis le chômage de long terme qui est très important. Les chômeurs de plus de 2 ans sont évidemment encore légion. Mais tant mieux, il y a moins de chômage, il faut être très vigilant, et il faut réformer le pays beaucoup sur les qualifications des Français. La clé au fond des réformes, c'est pas nécessairement les retraites. La clé des réformes de la France, c'est la qualification et la mobilité du travail. Alors venons-en justement à la réforme aussi des retraites. Le Conseil d'État a taclé le volet financier. Vous contestez aussi, vous, l'étude d'impact. Est-ce que vous allez saisir, j'ai cru comprendre que vous vouliez saisir le Conseil constitutionnel ? On a d'abord saisi le président de l'Assemblée nationale pour dire qu'on était saisi d'un texte. C'est Damien Abad, le président du groupe, qui l'a fait, et il a raison, pour dire que le texte, il est pas complet. On soumet au Parlement un texte où il y a uniquement une réforme de l'organisation du système de retraite, mais aucun élément sur le financement. Une réforme, normalement, on cherche une efficacité sociale, une efficacité économique, mais aussi une efficacité financière, sinon ça marche pas. Les deux vont ensemble, sinon c'est des réformes irresponsables. Et on a d'un côté un Parlement qui va débattre, alors que dans la pièce d'à côté, il y aura un gouvernement qui débattra, lui, avec des organisations syndicales pour savoir comment on va financer tout ça. Il faut admettre qu'on marche quand même sur la tête. Oui, on vous contestez cette méthode, mais alors comment vous allez la contester de façon on va la officielle, contester aujourd'hui pour dire qu'on n'est pas content. On va continuer à la contester. D'accord, mais vous pouvez le dire, mais si le gouvernement continue... Oui, vous avez raison, mais enfin, on va le dire quand même. Heureusement qu'on peut quand même dire les choses, parce que c'est pas une petite affaire. D'ailleurs, le Conseil d'État, qui n'est pas un organisme tout à fait irresponsable, c'est un organisme sérieux.
sérieux. Le Conseil d'État, il critique les textes qui sont présentés par le gouvernement, les critiques sur la méthode, c'est-à-dire qu'on lui donne quelques semaines pour donner une opinion alors que le gouvernement a passé 2 ans et puis que le Parlement va y passer quelques semaines. Tout d'un coup, ça s'accélère pour tous ceux qui ne sont pas au gouvernement de façon assez anormale. Et il dit, j'ai pas le temps de donner une opinion sérieuse. C'est une réforme qui engage pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, parfois 50 ans. C'est un truc extrêmement long. Et on vous laisse 3 jours, grosso modo, pour donner une opinion. Ça n'a pas de sens. Oui. Et donc, il y a un problème de méthode et il y a un problème de fond. C'est-à-dire que le Conseil d'État, il dit aussi, mais attention, par exemple, ce déséquilibre financier des retraites, il dit, mais quand on regarde la réforme telle qu'elle est, et quand on regarde, au fond, s'il n'y avait pas de réforme, et avec cette réforme-là, le déséquilibre à long terme du système de retraite, il est grosso modo le même. Il est à peu près le même. Parce que les mesures financières qu'il ne contient pas n'ont pas de sens. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous a répondu Richard Ferrand, alors, quand vous le sollicitez il y a une conférence des présidents, qu'on appelle président de commission, etc., dans 2 heures, et donc il répondra, j'imagine, à ce moment-là. Mais il répondra à ce que répond la majorité. Et ce que répond la majorité depuis le début, c'est que la caravane, les chiens aboient, mais la caravane, elle passe quand même. Et elle passe dans de mauvaises conditions. La caravane des retraites, elle passe dans de mauvaises conditions. Ça pourrait être une retraite sur laquelle nous, on apporterait beaucoup de valeur. On aurait pu apporter beaucoup de valeur ajoutée, proposer une autre réforme des retraites avec un certain nombre de points de convergence avec le gouvernement, mais pas un système dans son ensemble inutilement réformé et inutilement inexpliqué, au fond, et inexplicable. Oui, alors si je vous suis, Éric Woerth, il y a une forme de passage en force dans la rue, face à la contestation de la rue, et face à la contestation aussi éventuelle, ou en tout cas face au débat parlementaire, alors. En tout cas, le débat parlementaire, il n'est pas bien organisé, mais en même temps, il est à l'image de la réforme elle-même, qui est mal faite. Elle concerne tout le monde, c'est une drôle d'idée. Le Conseil d'État dit d'ailleurs, elle n'est pas si universelle que ça, parce qu'il va rester un certain nombre de régimes. Le Conseil d'État, il dit, on n'a pas tous les détails, parce que vous savez, ce type de réforme, c'est dès que vous soulevez une pierre, il y a 1000 détails qui vous échappent. La créature, elle échappe au créateur d'une certaine façon. Il y a beaucoup d'ordonnances, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui se laisse la possibilité de réformer par ordonnance en dehors du Parlement. Il y en a 26 ou 29, ce qui est absolument considérable. Et le caractère, les dates sont incroyables. Il y a des dates dans tous les sens. 2024, 2027, 2037. Ceux qui sont nés en 1975, ceux qui sont nés en 1984, ceux qui sont nés en 2000. Vous, l'ancien ministre du budget, vous êtes perdu. Bon, je suis moyennement perdu, mais je suis perdu quand même, d'autant plus que je suis perdu sur un certain nombre de points. Je peux vous dire lesquels, mais ce serait trop long, parce qu'il n'y a pas de réponse du gouvernement, qui lui-même, à mon avis, est perdu, qui lui-même annonce des ordonnances pour se donner 1 an ou 1 an et demi après, pour essayer de préciser les choses. J'ai posé une question au Premier ministre qui est de dire, vous mettez fin aux régimes spéciaux. Nous sommes d'accord. Il y a plein de sujets, je le dis, nous sommes d'accord, parce qu'il y a des points de justice dans lesquels ça va. Oui, mais on n'avait pas besoin de faire tout ce pataquès pour en réalité aboutir à ça. Et nous disons, à quel moment, à quelle période le cheminot, qui est dans un régime spécial, qui est conducteur de train, à quel moment il partira au même âge que tout un chacun, tous les Français. Il n'y a aucune réponse à tout ça. Il est impossible d'avoir une réponse. Impossible. C'est un puzzle, cette réforme des retraites. C'est un puzzle, et c'est un puzzle donc dangereux, parce que c'est une réforme qui se veut juste, comme toutes les réformes. On emploie le mot juste en sautant comme un cabri sur sa chaise. On n'y met aucun contenu. Est-ce que c'est plus juste, et est-ce que ce sera plus juste? Est-ce que le ressenti d'ailleurs des Français sera plus juste? Je ne le crois pas. Parce que, in fine, ce qu'attendent les Français, c'est des réponses précises. À quel âge je pars? Et au fond, avec combien? Et puis peut-être comment sera calculée la reversion. Il y a déjà à l'intérieur du système de retraite français beaucoup d'éléments de justice. C'est un système déjà très redistributeur. Est-ce que la vraie question, c'est pas plutôt l'efficacité financière, c'est-à-dire pas l'efficacité comptable, c'est-à-dire la durabilité financière. Si vous êtes dans un régime par répartition, c'est logique de vous dire que vous en assumez l'équilibre, parce que sinon, c'est toutes les générations qui vont vous succéder et qui, elles, n'ont rien demandé, qui vont payer votre propre retraite. Ça, c'est vraiment pas juste. À quoi va servir la conférence sur le financement, alors ? À mon avis, à rien. Ça va être, à mon avis, à strictement rien, parce que le gouvernement, il doit assumer. Il n'ose pas. Depuis le début, il n'ose pas assumer. Il n'ose pas assumer le fait qu'une retraite, et que les réformes des retraites, on en a fait déjà tout un certain nombre, donc notre système, il n'est pas si mauvais que ça, au contraire.
Une réforme des retraites, c'est d'abord une question d'âge. Ouais. Parce que la retraite, c'est un problème d'âge. Vous partez à la retraite à un certain âge. C'est comme ça. On va c'est y pas revenir autrement. sur l'âge d'équilibre, alors. Et l'âge d'équilibre, c'est au fond ne pas assumer l'augmentation de l'âge. Ouais. C'est un truc entre deux. Ouais. C'est un truc en même temps. Ouais. C'est un truc entre deux. Où au fond, vous dites, vous avez le droit de partir, mais quand même, si vous partez, c'est pas bien, alors vous serez sanctionné et on baissera votre niveau de pension. Ouais. C'est une drôle de manière de faire. Oui, et le Parti communiste envisage notamment une motion proposant de soumettre le projet de loi au référendum. Est-ce que vous pourriez vous associer, vous, Non, à la parce gauche? parce que je pense que c'est impossible de poser une question sur des sujets sur une réforme. Vous avez quelle réponse? Bon. Donc c'est pas, Et c'est le pas, Conseil c'est pas du tout, constitutionnel, alors, c'est pas vous avez du tout évoqué adapté. tout à l'heure. Oui, mais il sera saisi de toute façon. Il sera saisi. Si c'est le Parlement, il sera saisi après. On saisit toujours après. Moi, je suis favorable à toute une série de choses à l'intérieur, qui ressemble au fond à ce qu'ont fait tous les gouvernements, c'est-à-dire amener encore plus de justice à l'intérieur, augmenter les minimums contributifs, le minimum de pension. Ouais. Oui, le pousser à 85% du SMIC pour une carrière complète. Ouais. Oui, c'est bien, il faut juste le financer parce que tout ça coûte de l'argent. Et la vraie réforme, c'est une réforme qui allie à la fois une efficacité sociale supplémentaire et évidemment la responsabilité avec une efficacité financière. Quand vous voulez augmenter les enseignants juste pour qu'ils puissent payer leur retraite et qu'ils puissent avoir la même retraite qu'auparavant, vous dites mais je marche sur la tête. Ouais. Pourquoi je vais augmenter les enseignants pendant des années et des années juste pour qu'ils aient la même retraite qu'auparavant? Peut-être qu'on peut à la limite se dire laissons le même système pour les enseignants et pour les fonctionnaires et puis réformons ce qui doit être réformé. Le gouvernement n'a pas travaillé comme ça, il n'a pas interrogé l'opposition. Donc on mènera non pas un combat, mais on mènera en tout cas un travail d'éclaircissement et de clarification pour dire au gouvernement vous pouvez encore changer de pied sans vous déjuger. L'idée n'est pas de faire que le président de la République se déjuge par rapport à sa campagne, mais qui crée un régime universel. Mais enfin, limité à ce qui doit être universel, c'est-à-dire essentiellement la fin des régimes spéciaux et une convergence définitive du secteur public et du secteur privé. Éric Woerth, il nous reste 2 minutes pour aborder aussi notamment les municipales. Près de la moitié du gouvernement, enfin peut-être pas la moitié, mais pas loin, part en campagne, dont Gérald Darmanin. Il a obtenu l'autorisation du chef de l'État hier. Est-ce qu'il peut cumuler, être à son ministère et puis être candidat au municipal où il doit démissionner? Je ne comprends pas ce que fait le gouvernement sur les municipales. Un député, je suis député, ne peut pas être maire adjoint du plus petit village de France. Il ne peut pas être maire, c'est impossible parce qu'on ne peut pas travailler comme ça, etc. Un ministre, il peut être tout. Il peut être ministre de ci, il peut être maire, il peut être... je ne comprends pas que le président de la République ne dise pas au ministre on vous applique exactement la même règle que les députés, qui est une règle idiote, qui est une règle idiote, parce que ça fait des députés hors sol qui n'ont jamais siégé. Bon, maintenant qu'elle est appliquée aux députés, elle devrait s'appliquer volontairement, puisqu'il n'y a pas de loi, volontairement aux membres du gouvernement, qui ne devraient être dans aucun exécutif locaux. Et des ministres qui décident à un moment donné, le président dit il faut que les ministres aillent aux élections municipales. Peut-être... mais alors dans ce cas-là, quand est-ce qu'ils travaillent dans leur ministère? Qu'à Biarritz, il y ait 2 ministres qui s'écharpent pour être dans le conseil municipal, c'est leur problème au fond. Mais leur travail de ministre, il est fait comment? Moi, je vais pas cibler sur Darmanin. Non, c'était un de vos anciens ennemis. Mais ça reste, c'est pas parce que je veux pas. Mais enfin, quand même, anormal. C'est anormal qu'un gouvernement, qu'un parlement ne puisse, qu'on ne puisse plus être maire et député, et qu'on puisse être maire, vice-président de communauté de communes, vice-président d'agglomération, maire adjoint, et le pompon, ministre. Éric Woerth, c'est Édouard Philippe qui pourrait être aussi Édouard candidat. Philippe qui dit j'irai bien au Havre. Vous vous dites mais est-ce que le gouvernement peut se concentrer 2 minutes ou 3 minutes peut-être sur des situations dans une France qui est quand même très chamboulée, très déboussolée, dans lesquelles il y a de la haine, il y a des mauvais sentiments, il y a une malveillance à peu près à tous les étages. C'est quand même une situation extrêmement grave. Il faut continuer à réformer, mais si possible dans de bonnes conditions, avec un peu d'organisation et de méthode. Et vous avez des ministres qui vont s'éparpiller sur le territoire pour dire moi je veux être maire, je veux être maire adjoint. Et si je suis pas maire, c'est comme si je l'étais, je serais pas maire, mais je laisserai le poste à un gars qui me représentera et je reprendrai après. Aucun député n'a le droit de le faire. Aucun député ne peut le faire. Alors on peut dire la règle est idiote, on la supprime pour les députés, tout le monde peut faire. C'est pas le cas. Donc il faut que le président de la République il dise tout simplement à ses ministres c'est exactement la même règle pour les députés. Laissez passer
passer cette campagne municipale. Oui. Éric Woerth, le mot de la fin avec Laurence Garcia. Oui, Éric Woerth, vous qui avez été ministre dans le gouvernement Fillon, et même si on sait que vous avez pris vos distances avec lui depuis la dernière campagne présidentielle, qu'est-ce que vous attendez du procès de François et Pénélope Fillon qui va se tenir là bientôt, qui va avoir lieu le 24 D'abord, février? j'espère que François pourra s'expliquer beaucoup. Je pense que une partie de l'élection présidentielle a été totalement faussée, alors qu'on aurait pu autrement. Il aurait pu être, les choses auraient pu s'arrêter. C'était sur la place publique, donc les électeurs pouvaient faire la différence et la chronique judiciaire aurait pu venir après. Les juges en ont décidé autrement. Il y a eu donc un impact extrêmement fort sur l'élection présidentielle. Je pense que François Fillon, il a des choses à dire. Il fait une émission de télévision, donc il a des choses à un moment donné à dire. Il a besoin sans doute de s'expliquer. Il a évidemment le droit de s'expliquer. Et voilà. Et je lui souhaite de réussir ses explications. Oui, d'un mot aussi, Patrick Balkany. Aussi personnellement. Oui, Patrick Balkany reste en prison. Son épouse accuse la justice de vouloir tuer son époux, justement. Est-ce qu'il devrait y avoir de la clémence parce qu'il est malade? Je sais pas. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il est traité de façon extrêmement dure. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai pas à commenter cela. J'ai une pensée humaine pour lui. Maintenant, ils ont fait des erreurs. Il les paye. D'ailleurs, il conteste pas qu'il a fait des erreurs, si j'en crois les journaux. Tout ça prend à un moment donné une dimension très humaine, en vérité. Hein, et ça compte aussi la dimension humaine dans le monde où on vit, un tout petit peu. Merci Éric Woerth, président de la commission des finances donc à l'Assemblée et ancien ministre qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Allez, à suivre après les infos à 8h15, le regard libre d'Elisabeth Lévy et les séquences humour d'Hortense Diptin. Allez, à tout de suite. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.